Chapitre 3. Ce jour-là, je quittais le bateau de bonne heure, totalement déprimé. Je pris le quai des Célestins d'un pas alerte. Comment pouvais-je redorer mon blason en 10 jours, 10 petits jours, et surtout obtenir des résultats? Il eût fallu un miracle, un changement radical dans ma manière d'agir, de penser et de ressentir. Je n'avais pas choisi ma personnalité. Ce n'était pas ma faute si j'étais pétri de peur, de doute, d'hésitation qui entravaient mon action. Je n'avais pas choisi de fonctionner comme ça, et d'ailleurs, j'enviais ceux qui agissaient plus simplement, sans s'embarrasser comme moi de multiples considérations. Attention! Un homme me retint par le bras alors que je m'apprêtais à traverser la rue Grenette devant une voiture, une Dauphine bleue, dont je sentis le souffle quand elle fila devant moi. Merci, merci bien. Je traversai et continuai mon chemin quai Saint-Antoine. J'avais envie de tout rejeter en bloc, de tout mettre dans le même sac. Mes parents et les gènes et les chromosomes qu'ils m'avaient transmis, Dieu ou le hasard ou je ne sais quoi, mon patron et son bateau pourri, et toute l'équipe de bras cassés qu'il peuplait. Catel qui avait sûrement manœuvré en coulisses, les clients indécis et trop exigeants, tous fautifs, tous coupables, tous responsables de cette situation injuste. Je me sentais seule au monde, seule contre tous, mais rejetée, isolée. Je marchais sans raison, d'un pas de plus en plus rapide, besoin d'évacuer le trop-plein de stress, d'amertume, de frustration. Je croisais des hommes détendus, en costume, qui retournaient tranquillement chez eux après une journée de travail satisfaisante. Des couples souriants qui allaient dîner en ville. Insoutenable, insouciance. Moi, j'avais envie de rentrer et de m'enfermer dans ma chambre, de plus voir personne. Pas même Nathan quand il me rejoindrait tard dans la soirée. 10 jours. Dans 10 jours, j'aurais laissé passer la chance de ma vie. Cette promotion incroyable qui m'avait été offerte sur un plateau. Je m'en voulais terriblement. Je n'avais pas su en profiter, saisir cette chance et foncer. J'avais tout gâché. Parvenu en bas de la colline, je passais devant les marchands de frites avec leurs bains d'huile frémissante à l'odeur de graillon et ne pris même pas le funiculaire de la rue Terne. Je gravis les pentes de la Croix-Rousse à pied au milieu des cris de gamins en culottes courtes sur leurs patins à roulettes et je parvins chez moi à bout de souffle. Je me jetai sur mon lit, tout habillé. Mes nerfs m'abandonnèrent et je me laissai aller à pleurer. Je finis par m'endormir. Quand je me réveillai, le soleil de fin de journée chauffait mon visage, me forçant à ouvrir les yeux. Il était 20h10 sur mon jazz électrique. J'aurais aimé tirer les rideaux et me rendormir, mais je me souvins de ma promesse de passer à l'inauguration de l'expo de photos de mon amie Jeanne, rue Désirée. Pas envie du tout. 1 heure plus tard, je me retrouvais dans une galerie improvisée, dans le local d'un ancien caviste, pierre apparente et vieux parquet. Mon sens de la loyauté avait pris le pas sur mon abattement. Je m'étais forcée à venir pour ne pas décevoir mon ami. Mais le cœur n'y était pas. Je parcourais des yeux sans vraiment les voir, des tirages en noir et blanc suspendus au mur, éclairés par de gros spots en métal orange. Je piétinais au milieu des invités, la main encombrée par la flûte de champagne qu'on m'avait donnée malgré moi. Soudain, un homme leva son verre et le fit teinter avec une cuillère pour obtenir le silence. Une 30aine d'années, bien habillé. Il fit un discours en l'honneur de mon ami. Bref, mais brillant, plein d'humour. Il s'exprimait avec beaucoup d'aisance, l'air bien dans sa peau, sûr de lui. Naturellement, je l'enviais. Les applaudissements dissipés, je le vis soudain s'avancer vers moi en souriant. « Tu t'intéresses à l'art industriel ?»« Ah Marc, tout le monde me tutoie comme si j'étais une petite fille. L'art industriel ? Je n'avais même pas réalisé que la photo devant laquelle j'étais postée représentait un homme nu devant les machines d'une sorte d'usine désaffectée. Je me forçai à sourire. « Tu me reconnais ?» dit-il. Je le dévisageai quelques instants. « Non. » Il sourit de plus belle. « Je vais te donner un indice. »« Ok. Lyon 1. Lyon 1. La faculté. Aurait-on fréquenté les mêmes années ? J'y étais resté à peine 2 ans. Je ne vois pas. Je suis désolée. »« Rémi Marty !» dit-il sans se départir de son large sourire. « Rémi Marty !» Je fus tellement surprise que j'en restai sans voix.
Jamais je n'aurais reconnu cet ancien camarade de fac. Jamais. Le plus dingue était qu'en fait, il n'avait guère changé physiquement. La transformation était ailleurs, mais elle était tellement marquée qu'il s'en trouvait métamorphosé. Le Rémi Marty que je connaissais était l'être le plus effacé, le plus transparent, le plus inexistant qui soit. À la fac, je passais moi-même pour très timide, mais à côté de lui, j'étais Tina Turner. Il devenait rouge, cramoisi dès qu'on lui adressait la parole. Si un prof avait le malheur de lui poser une question à TD, il se mettait à trembler, et ses mots restaient coincés au fond de sa gorge, inaudibles. Il inspirait la pitié de certains, la moquerie des autres. Ce soir, il me faisait l'effet d'un tétraplégique venant de remporter le son 10 mètres et. Comment avait-il pu devenir cet homme assuré et avenant, au regard charismatique? C'était surnaturel. Ça n'a pas l'air d'aller, dit-il en saisissant mon bras. Si, mentis-je. Mais le contact physique, le simple contact de sa main sur mon bras, vint ramollir ma carapace, mon masque. Il m'offrit un petit four et m'accorda son attention avec une telle bienveillance que, bien vite, après quelques paroles échangées, quelques gorgées d'alcool, je me livrai à la confidence et racontai mes malheurs. Il m'écouta jusqu'au bout sans m'interrompre, après quoi je me tus. Il resta alors silencieux un long moment, mais sa seule présence avait quelque chose de réconfortant. Il finit par rompre le silence d'une voix très calme, très posée, qui contrastait avec le brouhaha de la galerie. Je connais un homme, dit-il très lentement, qui est capable, si tu le désires, de te donner une autre personnalité. Je le regardais, interdite, un moment. Une autre personnalité? Comment est-ce possible? Il balaya des yeux l'assistance comme pour s'assurer de l'absence d'oreilles indiscrètes. Il induit la nouvelle personnalité sous hypnose. J'en restais pantoise. C'est une blague. Ah non, c'est très sérieux. Je le fixai un instant. Il avait en effet pas l'air de plaisanter. Mais c'est qui ce type? De nouveau, il balaya du regard la galerie. Le grand maître d'une confrérie, une confrérie secrète, héritière d'un savoir ancestral sur le fonctionnement de la psyché humaine. J'eus envie d'éclater de rire. Non mais c'est quoi ce truc? Il inspira profondément, dans un geste d'impatience. J'ai moi-même essayé d'en savoir plus. Mais c'est impossible. Ce sont des gens qui cultivent le secret depuis la nuit des temps. Il était très sérieux, manifestement sincère. J'étais médusée, partagée entre l'incrédulité, la curiosité, la méfiance. Je dévisageais en silence. De toute évidence, il était lui-même passé entre les mains de ce grand maître. Une jeune femme blonde, en longue robe noire, nous présenta un plateau de petits fours. J'en pris un et le mangeai, songeuse. Sous hypnose, tu disais. Mais il te raconte quoi exactement pour installer en toi une nouvelle personnalité? Eh bien, en fait, je ne sais pas. Parce que tu perds très vite conscience de ces paroles et quand tu sors de là, tu ne te souviens de rien. Moi, si j'allais le voir, je ne supporterais pas de ne pas savoir. Ah, il faudrait bien, dit-il en souriant. Ah non, je trouverai une solution, je ne sais pas, peut-être enregistrer ce qu'il me dit. Ce serait une très mauvaise idée. Pourquoi? Il prit une gorgée de champagne avant de me répondre. J'ai parlé avec lui pour essayer de savoir ce qu'il me disait en transe. Et alors? Il m'a dit que je ne devais en aucun cas connaître la teneur exacte de ses propos, car cela pourrait être fâcheux pour moi. Il a dit ça sur un ton tellement grave et sérieux que je n'ai pas insisté. Alors je lui fais confiance. J'ai joué le jeu. Pas rassurant. Je secouai la tête. Moi, je ne pourrais jamais accepter de m'en remettre aveuglément à quelqu'un. Je veux au moins disposer des éléments qui permettraient de me secourir en cas de problème. Pouvoir ensuite aller voir un psy et lui donner ces éléments pour qu'il me rende à moi-même. Il fit une moue signifiant qu'il doutait que ce soit possible. Rémi, tu es là? Je te cherchais partout. Une jolie brune, en robe très courte, se suspendit presque à son cou pour lui faire la bise.
Il me glissa sa carte de visite dans la main avant de se laisser entraîner à travers la foule des invités. Je finis ma flûte de champagne, seule dans mon coin, à côté de l'homme nu devant ses machines désaffectées. Je rentrais chez moi songeuse. Jamais je n'aurais le courage d'entreprendre une telle démarche. S'en remettre ainsi à un inconnu qui en plus cultive le mystère, c'est bien la dernière chose que je ferais. À la maison, je trouvais Nathan, en train de lire dans un fauteuil. Il me sembla particulièrement froid, levant à peine les yeux vers moi. J'étais au vernissage de Jeanne, je sais. Il me fut difficile de l'amener à formuler plus que quelques mots d'usage. Ce n'est qu'une fois au lit, la lumière éteinte, chacun tourné de son côté, qu'il sortit de son mutisme. Sa voix grave vibra dans le noir d'un timbre inhabituel. Je ne sais pas trop où nous en sommes de notre couple, dit-il. J'ignore si on continuera longtemps ensemble. Il se tut, n'ajouta rien. Rien. J'étais abasourdi, assommé. J'aurais aimé des explications, comprendre ce qu'il arrivait. Mais sa voix m'avait glacé, le ton coupé court à toute possibilité d'échange. Le silence envahit l'espace étourdissant. Je me retins de sangloter, laissant les larmes embuer mes yeux et couler en silence sur mon visage. Le sommeil fut long, très long à venir. Mes pensées voguaient tristement au rythme de la respiration endormie de celui que je ne voulais pas perdre. Que m'arrivait-il en ce moment? Pourquoi étais-je assaillie de toutes parts? Le semblant d'équilibre de ma vie vacillait, comme si toute mon existence était en train de s'effondrer. Les événements de la journée tournaient en boucle dans ma tête, mais une image me revenait régulièrement, inlassablement. Le sourire épanoui de mon ancien copain de fac hantait mon esprit. Je rêvais de connaître moi aussi une transformation similaire, de pouvoir renaître, de pouvoir enfin vivre sans entrave, sans inquiétude, sans souffrance. Au milieu de la nuit, je pris ma décision. Le lendemain, j'appellerai Rémi pour avoir les coordonnées du grand maître et je demanderai à le voir en urgence. Chapitre 4. Rue de la Loge, dans le Vieux-Lyon. Le sombre immeuble de pierre érigé dans cette étroite ruelle piétonne, à l'écart des rues commerçantes, avait presque l'air abandonné. Sa façade austère semblait dater de Mathusalem. Je l'observai un instant avant de m'approcher de l'entrée. Aucune plaque, aucun nom. Mais c'était bien le numéro que l'on m'avait donné une heure plus tôt, au téléphone. La confrérie des Kélia, comme l'avait désigné Rémi, n'apparaissait pas au grand jour, ni son grand maître, Oscar Firmin. Un drôle de nom, Oscar Firmin. J'hésitai un long moment, puis poussai la porte, fatiguée, qui s'ouvrit non sans résister, sur un vaste hall très sombre. C'était peu engageant, et je dus prendre sur moi pour oser franchir le seuil et entrer. Odeur de vieille pierre humide et froide. La lourde porte se referma dans un bruit sourd qui résonna dans le hall. Un vieil escalier, à la rampe de bois poli par les siècles, s'enroulait dans un espace défraîchi. La peinture coquille d'œuf des murs s'écaillait un peu partout. La seule lumière provenait du haut, une lumière zénithale qui descendait d'une petite coupole de verre au sommet de la cage d'escalier, 3 ou 4 étages plus haut. Au sol, un énorme pot de terre cuite hébergeait un arbre à caoutchouc géant, seul signe de vie dans cet espace hors du temps. La plante s'élevait au centre de la cage d'escalier, s'accrochant aux barreaux et à la rampe, courant vers la lumière. Aucune indication. Je gravis timidement l'escalier. Les marches grincèrent, une à une, sous mes pas. Dans cet espace qui semblait abandonné à lui-même depuis des lustres, seule la vigueur de la plante avait quelque chose de rassurant qui poussait à la suivre dans son ascension. Les accès du premier puis du deuxième étage étaient condamnés. Je rejoignis le dernier. Il me restait quelques marches à monter quand je vis, dressé dans l'embrasure d'une porte, un vieil homme qui me fixait d'un regard alerte, les yeux bleus perçants.
Vous attendez, dit-il d'une voix profonde. Je marquai un temps d'arrêt, puis le rejoignis, le cœur serré d'inquiétude. Ses cheveux blancs, argentés, illuminaient un visage aux traits assez forts, à la sérénité un peu rassurante. Il portait un pantalon gris et une chemise blanche sans veste. Il me précéda dans un petit couloir, débouchant sur une grande pièce, au volume conséquent en sous-pente, avec une magnifique charpente de vieille poutre. Les murs étaient couverts de bibliothèques anciennes débordant de livres. Pas de fenêtre, mais le plafond mansardé abritait une lucarne en fer forgé dont la vitre gondolée diffusait la lumière blanche du ciel lyonnais. Partout, dans la pièce, des pots de faïence accueillaient une impressionnante collection d'orchidées. Nous nous assîmes dans de gros fauteuils, de cuir brun, se faisant face. J'étais habitué à être séparé de mes interlocuteurs par la barrière protectrice d'un bureau. Le fait de ne rien avoir entre nous était un peu déroutant. Le visage sillonné de rides du vieil homme contrastait avec la beauté fragile des jeunes orchidées qui peuplaient la pièce. Il garda tranquillement le silence, manifestement désireux de me laisser parler en premier. J'allais droit au but. Rémi Marty m'a dit que vous pouviez me permettre de changer de personnalité. Il posa sur moi un regard que j'eus du mal à définir. Était-il bienveillant ? Qu'est-ce qui vous amène à désirer cela ? Demanda-t-il, d'une voix très posée, dont le timbre profond, mais clair, ne laissait pas deviner son grand âge. Je me jetai à l'eau. Je lui confiai ma situation, lui expliquant en quoi je ne supportais plus de vivre avec mes peurs et mes doutes, qui m'enfermaient dans une attitude m'empêchant de m'exprimer comme je l'aimerais, de me conduire comme je le voudrais. Je lui dis à quel point j'étouffais dans cette personnalité qui m'étreignait comme un carcan dont je ne pouvais m'extriper. Je lui racontai les menaces planant sur mon avenir au travail et sur mon couple à la maison. Quand j'eus fini, j'eus l'impression d'avoir déposé mon fardeau à ses pieds, de m'être déjà allégé, comme si nous étions désormais deux à en partager le poids. Il m'observa en silence un long moment, de son regard pénétrant. Je me sentais totalement exposée, vue au plus profond de moi-même. Il y avait quelque chose de vraiment impudique dans cette situation face à cet homme qui semblait lire en moi comme dans un livre ouvert. Êtes-vous absolument sûr de vouloir changer de personnalité ? La vérité est que j'étais encore partagée entre l'espoir et l'inquiétude. Je suis sûre de vouloir en changer, mais j'aimerais savoir comment ça se passe. Je ne vous connais pas, je ne sais presque rien dans la façon dont vous mettez ça en œuvre. Il eut un sourire difficile à interpréter. Il vous faut d'abord être sûr de votre décision. Être sûr de mes décisions n'est précisément pas mon fort, et ça fait justement partie des choses que je ne supporte plus dans ma personnalité. Il prit son inspiration avant de reprendre. Je peux vous accompagner dans ce changement, mais vous avez conscience que cette démarche n'est pas anodine, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Il me fixa un instant en silence. Il avait l'air de me jauger. Cherchait-il à tester ma motivation, la sincérité de ma démarche ? Vous savez, il n'existe pas un type de personnalité meilleur qu'un autre. Épargnez-moi le discours politiquement correct. Je ne suis pas idiote. Il me suffit de regarder autour de moi pour voir des gens plus décidés, plus charismatiques, plus positifs, détendus, et encore plus confiants, plus sereins. Moi, j'ai rien de tout ça. Rien. Je me tus, et la résonance de mes mots dans le silence des combles m'amena à réaliser la colère qui sous-tendait mes paroles. Le vieil homme m'observait sans manifester la moindre réaction. De mon côté, finit-il par dire, cela représente un travail, et je n'aime guère travailler pour rien. Bien sûr. Combien cela me coûtera-t-il ? Il sourit. Je ne parlais pas financièrement sur ce plan. Je ne vous demanderai rien. Ce serait contraire au statut de ma confrérie. Mais, à mon âge, je peux utiliser mon temps à bon escient et non le perdre avec des curieux ou des touristes. Je veux donc être clair. Entamer cette démarche de changement de personnalité est un choix qui vous engage. Qui m'engage à quoi ? Qui vous engage dans la démarche.
Il n'y a pas de retour en arrière possible. Pas de retour en arrière possible. Je sentis mon ventre se nouer. Son offre de gratuité aussi était préoccupante. La gratuité n'existe pas, tout a un prix. Quel était le sien? Qu'avait-il à gagner? Que voulait-il obtenir de moi? Et comment ça se passe? Je veux dire, concrètement, comment vous allez faire? Vous me décrivez la personnalité que vous aimeriez avoir et je l'induirai en vous la plus proche possible. L'induction se fait sous hypnose. Vous mettre en transe me permet d'installer au plus profond de votre inconscient les fondements de la nouvelle personnalité. Mais comment faites-vous? Comment est-ce possible? Il me fixa en silence quelques instants avant de botter en touche. Nous sommes les seuls à savoir opérer un tel changement. Je brûlais d'envie de le bombarder de questions sur la confrérie, ses origines, sa vocation à mener ce genre d'action, mais Rémi m'avait mis en garde et je me retiens. Je me sentais déchirée entre mon envie de m'en remettre à lui et la peur qui me tenaillait l'estomac. Il ne me quittait pas des yeux et son regard bleu semblait plonger au plus profond de mon âme. Je préfère réfléchir avant de m'engager. Vous faites bien.